Saviez-vous qu'il existe une tribu qui est passionnée par le fait d'avoir des enfants, allant jusqu'à enlever des hommes uniquement pour perpétuer leur lignée, pour ensuite les renvoyer une fois qu'ils ont engendré un enfant, ou un endroit où vivre jusqu'à 150 ans est tout à fait normal. Dans ces tribus, ils se battent avec des lions et se régalent quotidiennement de viande de singe. Ils communiquent entre eux par des cris et des sifflements. Il y a même une tribu où les hommes ivres ne peuvent pas rentrer chez eux, non pas parce qu'ils craignent leurs femmes, mais à cause de l'emplacement de leur maison. D'après ce que je viens de décrire, pouvez-vous imaginer de quelle tribu il pourrait s'agir? Que font-ils exactement de si choquant pour tous ceux qui en entendent parler? Maintenant, asseyez-vous et rejoignez-nous pour explorer 9 tribus qui définent le monde moderne. Au cœur de la forêt amazonienne, une tribu de femmes a créé une société qui leur est entièrement propre. Préservée de toute influence moderne, c'est la seule tribu qui enlève des hommes en bonne santé pour avoir des enfants. Avec environ 700 femmes vivant ensemble, elles ont forgé une vie entièrement sans hommes dès leur plus jeune âge. Les filles apprennent les compétences nécessaires pour vivre dans la nature. La cueillette et l'artisanat, elles apprennent tout. Elles vivent libres de tout contrôle ou influence masculine. Grandissant comme des individus forts et autonomes, mais une question se pose sans hommes. Comment leur communauté s'agrandit-elle? La réponse, aussi choquante soit-elle, est qu'elles les cherchent et les prennent. Quand vient le temps d'une nouvelle génération, les jeunes femmes partent dans la jungle avec une seule mission: trouver un homme fort et en bonne santé des tribus voisines. Elles le ramènent dans leur campement, et il est là pour aider à créer la prochaine génération. Mais ne vous y trompez pas, une fois ce rôle rempli, ils ne peuvent pas rester. Dès qu'une des femmes tombe enceinte, les hommes sont libérés et renvoyés dans leur propre tribu. Ce cycle de capture et de libération sélective fait autant partie du mode de vie de la tribu que leurs rituels et leurs compétences de survie. Mais la vie dans cette tribu réserve encore plus de coutumes surprenantes. Si un enfant né dans la tribu est une fille, elle est élevée selon les valeurs fondamentales et les compétences de survie de la tribu. Cependant, si l'enfant est un garçon, son destin prend une autre tournure. Certains sont échangés avec d'autres tribus contre des provisions, nourriture, vêtements ou articles ménagers. Qu'en pensez-vous? Une société comme celle-ci pourrait-elle exister dans le monde d'aujourd'hui? Ou est-ce quelque chose que seule l'Amazonie elle-même pourrait nourrir et protéger? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Imaginez un endroit où le temps s'est pratiquement arrêté, une vallée cachée à près de 26 500 mètres d'altitude, avec une population d'environ 87 000 habitants, où l'on dit que les gens vivent jusqu'à 120, voire 150 ans, en bonne santé, actifs et pleins de vie, c'est Anza, une région reculée près de la frontière du Xinjiang, au Pakistan. Les femmes Hunza sont célèbres pour leur beauté remarquable, caractérisées par leur peau claire et lumineuse et leurs traits délicats qui les distinguent des populations voisines. Cette beauté s'accompagne d'une vitalité inhabituelle. Les femmes ici peuvent donner naissance bien après 60 ans, un contraste frappant avec les moyennes mondiales où les risques pour la santé reproductive augmentent généralement après 40 ans. De plus, les maladies sont particulièrement rares parmi elles, un fait qui a intrigué les scientifiques et les experts de la santé. Le secret de la longévité et de la beauté juvénile des Hunza est en grande partie attribué à leur alimentation. Leur régime principalement végétarien tourne autour de légumes verts frais, de divers fruits et de céréales. Ils réservent la viande pour les occasions spéciales et la consomment avec parcimonie. Une pratique qui réduirait de nombreux risques de santé liés à l'âge. Un aspect fascinant de leur alimentation est la période de jeûne annuel, où ils subsistent principalement d'abricots et d'eau fabriqués à partir du fruit séché. Cette eau de glaciaux, riche en minéraux essentiels, est également leur choix pour boire et se baigner. Censée aider à combattre le vieillissement et à soutenir la santé de leur peau, la vie à Hunza est d'une simplicité rafraîchissante mais active. Les personnes âgées, loin du concept de retraite, marchent souvent plus de 15 à 20 km par jour, naviguant sur un terrain montagneux escarpé. L'activité physique fait partie intégrante de leur mode de vie.
renforçant leur résilience et les maintenant en forme physiquement et mentalement. Il n'est pas rare de rencontrer ici des personnes de 70 ans qui surpassent facilement des personnes beaucoup plus jeunes en termes d'endurance, vivant en groupe d'environ 30 à 40 personnes. La tribu suivante se livre à un festin quotidien de singes. Pouvez-vous deviner de quelle tribu il s'agit? Ne vous inquiétez pas, je vais vous le révéler tout de suite. Mais n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications pour recevoir nos dernières soins d'oncle. Nous apprécions vraiment votre soutien. La tribu Hadzabe vit un mode de vie que peu de gens en dehors du passé ancien pourraient imaginer. Ces gens sont réputés comme étant des cueilleurs de longue date, en particulier de singes, ce qui leur a valu la réputation d'ennemis des singes. Fait remarquable, les Hadzabe maintiennent un mode de vie qui a peu changé depuis des centaines de milliers d'années, reflétant la vie humaine primitive à la fois dans sa simplicité et sa résilience. Le seul ajout majeur a été les vêtements. Fournis par le gouvernement tanzanien, le mariage et les relations sont fluides chez les Hadzabe. Si un couple reste ensemble pendant plus de 2 décennies, la tradition veut qu'ils emménagent avec la mère de la femme. Pourtant, pour les couples qui s'éloignent pendant plus de 2 semaines, la séparation est acceptée sans stigmate social, permettant aux gens de passer librement à autre chose et de trouver de nouvelles relations. La survie pour les Hadzabe est marquée par un lien profond avec la nature, mais aussi par un manque de commodités modernes. Ils boivent directement dans les lacs et les rivières, une source d'eau partagée avec la faune locale. Pour les Hadzabe, cultiver des récoltes est inutile. Ils cueillent juste assez de nourriture pour subvenir à leurs besoins, ne laissant aucune graine derrière eux pour la repousse. La collecte de miel est également sans retenue. Ils détruisent souvent les ruches pour accéder au miel, dispersant les abeilles plutôt que de préserver la ruche pour les récoltes futures. Les outils de recherche de nourriture des Hadzabe sont à la fois simples et efficaces. Utilisant des arcs et des flèches fabriqués à partir de plantes, ils collectent tout ce qui vient de la nature, y compris les singes. En utilisant des compétences primitives et une approche intrépide, leur alimentation se compose également d'aliments non transformés, sans cuisinière ni méthode de cuisson moderne, juste des pierres et des bâtons pour allumer des feux et cuisiner de la manière la plus élémentaire possible. En ce qui concerne la construction d'abris, l'ingéniosité des Hadzabe est évidente. Ils n'utilisent que des branches d'arbres, tissées ensemble pour former de petites huttes en forme de dôme sans briques ni mortier. Une grande branche centrale sert de support principal, avec des branches plus petites créant une charpente étroitement enveloppée pour se protéger du vent et de la pluie. Pour la toiture, ils rassemblent des branches pourries pour couvrir la structure. Offrant une solution gratuite et pratique, ces maisons de fortune sont faciles à construire. Mais efficaces contre les éléments, ils ont même un concept unique pour choisir leur partenaire. On pense que les hommes avec des voix plus graves possèdent des compétences de cueillette supérieures, tandis que ceux avec des voix plus basses sont considérés comme ayant de meilleures capacités de reproduction. Bien sûr, il n'y a aucune base scientifique à cela. Alors ne vous inquiétez pas. Au cœur de la forêt amazonienne de l'Équateur, les Huaorani, également connus sous le nom de peuple Woon, vivent une vie presque entièrement isolée de la société moderne, comptant environ 4000 personnes. Cette tribu indigène a conservé des traditions qui remontent à des milliers d'années, dépendant de la jungle dense pour leur survie quotidienne. Les Waorani sont connus pour leurs techniques de skull et techniques de cueillette remarquables, qui incluent le ciblage des singes, des sangliers et des toucans. Une journée dans la vie d'un cueilleur Waorani commence haut dans les arbres, où ils observent attentivement les mouvements des singes. Leur outil de cueillette de choix était l'humaine. Cet ensemble de compétences n'est pas sans transformation physique. Des années d'escalade et d'accroupissement sur les branches ont façonné le corps des Waorani de manière unique. Beaucoup d'hommes ont les pieds déformés avec des plantes extrêmement plates. Ce qui, avec un nombre inhabituel de doigts, certains ont même 6 orteils ou doigts. Un aliment de base dans l'alimentation et la culture des Waorani est le chitra, une boisson fermentée à base de manioc. La préparation de cette boisson est à la fois laborieuse et distinctive. Après avoir fait bouillir et égoutter le manioc,
Les membres de la tribu le mâchent, puis le recrachant dans le pot. Un processus qui déclenche la fermentation, cette étape est essentielle car les enzymes de la salive aident à créer les micro-organismes nécessaires à la saveur et à la valeur nutritionnelle caractéristique de la boisson. La vie des Waorani était marquée par une simplicité qui s'étend à leurs vêtements ou souvent à leur absence. Leurs vêtements, connus sous le nom de komiyé, sont fabriqués à partir de fibres de coton naturel et de palmier. Si vous aviez la chance de passer une journée avec les Waorani, d'apprendre leur technique de cueillette ou d'essayer le chitra, le feriez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous vous avons montré les étranges maisons construites en bouse de vache par le peuple Massaï. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur les gens qui les ont construites? Sate Elek. Bien que les Massaï vivent principalement en Tanzanie, leurs traditions sont au cœur de la culture kenyane, offrant un aperçu d'un monde qui résiste à l'attraction de l'urbanisation moderne. Ce qui est vraiment remarquable chez les Massaï, c'est leur relation avec la faune. Contrairement à de nombreuses autres communautés qui dépendent de la chasse, les Massaï ne chassent pas les animaux sauvages pour se nourrir. Au lieu de cela, ils subviennent à leurs besoins grâce à l'élevage principalement de bovins, de moutons et de chèvres. La viande, ainsi que le lait, constituent les principaux composants de leur alimentation, tandis que les légumes sont rarement consommés, ce qui reflète leurs coutumes profondément enracinées dans les villages Massaï. Vous trouverez une structure sociale fascinante où un chef peut avoir plusieurs épouses et de nombreux enfants, tous vivant ensemble dans des maisons en terre. Construites par les femmes de la communauté, cela remet en question la notion courante selon laquelle les hommes construisent les maisons, tandis que les femmes se contentent de les entretenir. Leur respect de l'environnement, leur structure sociale complexe et leur engagement à préserver leurs traditions font des Massaï une culture extraordinaire à explorer. Car, au Kenya, naître homme dans la tribu Massaï, c'est naître dans l'une des plus grandes et dernières de grandes cultures guerrières du monde. Les hommes Massaïs apprennent les responsabilités d'un homme presque dès qu'ils commencent à marcher. En d'autres termes, ces hommes sont formés pour être des guerriers. En tant que grande source de fierté dans la culture Massaï, les guerriers tribaux sont souvent célébrés par des rituels et des cérémonies. Guidés par leurs pères et d'autres aînés, les jeunes garçons maîtrisent les pratiques culturelles, les lois coutumières et d'autres responsabilités de guerriers qui seront attendues d'un aîné. Dans leur société largement patriarcale, les hommes occupent des rôles principaux dans la prise de décision, tandis que les femmes remplissent des rôles essentiels au sein de la famille et de la communauté. Avec une espérance de vie moyenne d'environ 45 ans, les femmes Massaï à Massaïr en Seiti, la Massaï connaissent un mode de vie physiquement exigeant et rejoignent souvent des familles choisies en accord avec les coutumes de la communauté. L'accès à l'éducation formelle peut être limité dans les communautés massaïs, de nombreuses femmes contribuant à la préservation des pratiques, des compétences et des connaissances traditionnelles. Malgré les défis d'un mode de vie physiquement exigeant, les femmes massaïs sont résilientes, entretenant un fort sentiment de sororité et de solidarité qui enrichit leur communauté. Haut dans les arbres du sud-est de la Papouasie. En Indonésie, la tribu Korowai a façonné un mode de vie unique dans le monde moderne. Vivant dans des cabanes dans les arbres jusqu'à 12 mètres, et dans certains cas, même 35 mètres au-dessus du sol, le peuple Korowai occupe un espace unique en son genre. La décision de vivre haut dans les arbres est devenue un symbole de résilience et d'adaptabilité, leur permettant d'éviter les menaces potentielles au niveau du sol comme les inondations, les animaux et les tribus rivales. Cette hauteur offre également un avantage distinct pour l'intimité et la sécurité au sein de la forêt dense. Chaque maison Korowai est construite à partir de matériaux recueillis dans la forêt, comme un immense nid d'oiseaux, assez grand pour accueillir des familles entières, parfois plus d'une douzaine de personnes. Les maisons sont soit construites sur un seul arbre, soit stabilisées à l'aide de plusieurs troncs d'arbres si l'espace est plus grand. L'accès à ces maisons surélevées se fait en grimpant à une échelle de corde, ce qui en fait une tâche difficile même pour ceux qui y sont habitués. En conséquence,
Tout membre de la tribu qui a trop bu trouve souvent plus sûr de dormir par terre. Leurs maisons sont conçues avec un but et une efficacité. Les Korowai placent leur zone de cuisson sous l'espace de vie principal pour minimiser les risques d'incendie pendant ce temps. Les hommes portent des vêtements minimaux, souvent juste une liane enroulée autour de leur taille, tandis que les femmes portent généralement des jupes faites de feuilles séchées. Les tatouages sont courants dans la tribu, servant de marqueurs d'identité et d'histoire personnelle, vivant de la terre. Les Korowai sont des cueilleurs habiles. Les hommes s'aventurent dans la forêt pour abattre des palmiers, les dépouillant de leur pulpe, que les femmes transforment ensuite en farine par un processus de tamisage lent et méticuleux. Cette farine de palme est ensuite emballée, séchée au feu et stockée jusqu'à 2 mois avant d'être prête à être transformée en nourriture. Souvent cuite à l'intérieur de tubes de bambou avec des crevettes, du poisson et d'autres prises fraîches des cours d'eau voisins. Les femmes Korowai sont expertes dans la capture de crevettes, de crabes et d'escargots, enrichissant leur alimentation avec des aliments riches en protéines de l'eau. Cependant, l'un des aliments les plus inhabituels de leur menu est un mets délicat impliquant les larves du palmier. Après qu'un palmier a été laissé à pourrir pendant plusieurs semaines, il devient un hôte pour les larves, que les Korowai récoltent et mangent ensuite, une pratique qui pourrait rappeler à certains le plat populaire de verre de coco en Asie du Sud-Est. Bien que non conventionnels, ces larves fournissent à la tribu une source essentielle de protéines et de graisses, mettant en valeur l'ingéniosité remarquable des Korowai à utiliser chaque partie de leur environnement pour subvenir à leurs besoins. Vivant dans une partie si isolée du monde, les moyens de communication des Korowai sont tout aussi uniques. Leur langue intègre des sons comme des cris et des sifflements, ainsi que des signaux visuels comme la fumée, des balises de sentiers et même la lecture d'empreintes de pas pour transmettre des messages. Seuls quelques-uns d'entre eux savent lire et écrire, ce qui souligne à quel point leurs méthodes de communication ont été finement adaptées à leur environnement naturel plutôt qu'influencées par des cultures extérieures. Dans les hauts plateaux de Papouasie, en Indonésie, la tribu Dani est un exemple remarquable d'endurance culturelle et de mode de vie traditionnel, isolé de la civilisation moderne. Cette communauté vit une vie façonnée par des coutumes anciennes, profondément liées à la terre et à ses ancêtres. Accessible uniquement par voie aérienne, le monde des Dani est imprégné de coutumes uniques. De leurs vêtements distinctifs à leurs pratiques communautaires, qui offrent un aperçu fascinant d'un mode de vie largement épargné par le monde moderne. Les hommes Dani sont les principaux pourvoyeurs de la tribu, des chasseurs habiles qui portent fièrement une tenue traditionnelle appelée koteka. Fabriqué à partir d'une coquille de citrouille naturelle, ce vêtement fonctionnel reflète à la fois leur ingéniosité et leur fierté culturelle. Les femmes Dani, quant à elles, portent des noken, des jupes tissées, tissées à partir de fibres d'orchidées, qui les couvrent gracieusement de l'épaule au genou. Ce vêtement distinctif est un symbole de l'identité Dani et un marqueur de la relation étroite de la tribu avec les ressources de leur patrie. La communauté Dani réside dans des huttes robustes, connues sous le nom de Onai, avec des toits faits d'écorce d'arbres ou de feuilles de palmier. L'architecture est simple mais efficace, offrant chaleur et abri dans le climat difficile des hauts plateaux. L'une des coutumes les plus solennelles des Dani est leur façon unique d'honorer les membres de la famille qui sont décédés en période de deuil. Certaines femmes Dani participent à une expression physique de chagrin, symbolisant la profonde douleur de la perte d'une manière visible et durable. En guise de marque de chagrin supplémentaire, les femmes se peignent le visage dans une sombre démonstration de solidarité, une tradition qui transforme la perte personnelle en un hommage partagé et durable. L'approche des Dani pour préserver les défunts est également profondément symbolique. Reflétant un lien fort avec leurs ancêtres, les corps sont soigneusement traités et conservés, préservés par des méthodes traditionnelles qui leur permettent de rester intacts pendant des générations. Ces momies ancestrales témoignent du respect durable des Dani pour le patrimoine et de leur désir de garder vivante la mémoire de leurs proches pendant des siècles. Les coutumes matrimoniales de Pipets et le Maseti de la tribu Dani reflètent l'importance qu'ils accordent aux alliances familiales
aux alliances familiales et à la structure de la communauté. Les hommes sont autorisés à prendre plusieurs épouses, à condition qu'ils puissent subvenir aux besoins de chaque épouse avec une hutte séparée et un lopin de terre. Le prix de la mariée, impliquant traditionnellement du bétail de valeur, souligne l'importance des liens familiaux et des alliances communautaires. Les porcs, un atout central dans la culture dani, sont souvent échangés dans le cadre de l'arrangement matrimonial, chacun étant évalué comme un investissement substantiel. La préparation de la nourriture dans la culture dani est un événement communautaire imprégné de rituels. Les porcs, un aliment de base, sont préparés selon une méthode de cuisson communautaire traditionnelle qui rassemble la tribu pour la célébration. Dans ce processus, des pierres chauffées sont disposées dans une fosse recouverte de légumes nettoyés et surmontée de viande de porc, le tout étroitement enveloppé dans des feuilles et lié avec du rotin. Ce cuiseur à vapeur de fortune cuit lentement les ingrédients, leur insufflant des saveurs riches et naturelles. Lorsque le repas est prêt, la communauté se rassemble pour le déballer et le déguster ensemble. Symbolisant l'unité et la subsistance partagée, dans les hauts plateaux reculés de la province de Sepik orientale, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le peuple Yafo vit dans des communautés forestières isolées où leurs vies suivent des rythmes anciens très éloignés de la modernité. Les Yafo ont attiré l'attention internationale en 1988 grâce à l'explorateur britannique Benedict Allen, dont le voyage dans leur monde a présenté cette tribu mystérieuse au grand public. Les Yafo vivent dans des communautés très unies, où chaque personne joue un rôle vital dans la survie. Leur mode de vie est centré sur la cueillette et l'agriculture à petite échelle. Faisant écho aux pratiques partagées Kujan Passoétain partagées par de nombreux groupes au nom des Nancous indigènes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans leur environnement forestier dense, ils cultivent des cultures de base et dépendent fortement de la terre, cueillant des fruits sauvages, des racines et des herbes, tout en chassant du petit gibier pour compléter leur alimentation. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est réputée pour sa diversité culturelle et linguistique inégalée, plus de 800 langues sont parlées dans tout le pays. Chacune représentant une identité culturelle et une vision du monde distincte Les Yafo contribuent à cette mosaïque de la culture humaine, incarnant l'une des dernières frontières de la découverte et de l'interaction humaine. Leur isolement a permis de préserver en grande partie leurs traditions et leur mode de vie, ce qui en fait un lien rare avec une époque antérieure à l'industrialisation et aux influences modernes qui ont remodelé la majeure partie du monde, comme d'autres tribus de la région. Les Yafo peuvent utiliser l'ornementation corporelle et le tatouage comme de puissantes expressions d'identité et de spiritualité, bien que les détails sur les coutumes spécifiques des Yafo restent insaisissables. Des cultures similaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée pratiquant le tatouage, où chaque dessin reflète un lien spirituel profond avec l'ascendance et la terre. Les tatouages peuvent signifier un statut, des réalisations ou des rites de passage, chaque symbole portant des significations profondément comprises au sein de la tribu. De tels ornements vont au-delà de la simple décoration, servant de marque permanente de l'histoire personnelle et de l'identité tribale. Le peuple Yanomami, un groupe indigène réparti dans les forêts tropicales du sud du Venezuela et du nord du Brésil, vit dans l'un des écosystèmes les plus riches et les plus reculés du monde depuis des milliers d'années. Leur territoire s'étend sur le vaste bassin de l'Orénoque et les étendues nord de l'Amazone, où la biodiversité prospère dans tous les coins. Dans cet environnement luxuriant, les Yanomami ont développé un mode de vie étroitement lié à la forêt, une vie très éloignée de la société moderne mais parfaitement adaptée à leur environnement. Les Yanomami vivent dans de petits villages très unis appelés chabonos, qui sont de grandes structures communales abritant souvent des familles élargies entières sous un même toit, construits à partir de matériaux locaux comme des feuilles de palmier et du bois. Chaque chabonneau est conçu avec un centre ouvert, permettant à la communauté de se rassembler, de partager de la nourriture et d'accomplir des rituels. Ces villages sont semi-nomades, ce qui signifie que les Yanomami se déplacent lorsque la terre a besoin de temps pour se régénérer, ne laissant derrière eux que des matériaux naturels qui se décomposent et se fondent à nouveau dans la forêt.
Au cœur de la survie des Yanomami se trouve leur méthode agricole sur brûlis, une approche durable qui les a bien servis pendant des siècles. En sélectionnant soigneusement de petites parcelles de forêt à défricher et à brûler, ils enrichissent le sol avec des cendres riches en nutriments. Le préparant pour la plantation, cette méthode de culture itinérante permet à la forêt de se régénérer après quelques années, prévenant ainsi les dommages à long terme à l'environnement et préservant la biodiversité. À l'échelle mondiale, la culture itinérante fait vivre plus de 200 millions de personnes, ce qui souligne son efficacité en tant que pratique durable dans les zones forestières. La compréhension de ce cycle par les Yanomami garantit que la terre et leurs ressources sont préservées pour les générations futures. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.